Après donc la leçon sur le secteur public de transport, nous allons aujourd'hui aborder les services privés de transport qui vont s'engouffrer dans cette brèche ouverte par la quasi-faillite donc des entreprises publiques au cours des années 80 et 90. Pour ce faire, donc, cette leçon sera organisée en 4 chapitres. Un premier sur le transport informel, un deuxième sur le transport artisanal, comment est-on passé de l'un à l'autre. Ensuite, le troisième chapitre consacré aux clés de succès donc de ces opérateurs privés. Et enfin, le dernier sera consacré à la formalisation. Alors, commençons d'abord par le regard qu'un observateur averti donc des mobilités dans les villes africaines, en particulier donc de la gestion des transports urbains, à savoir Patrick Bultink, donc un expert de la Banque mondiale qui a beaucoup travaillé donc sur les transports urbains en Afrique. Alors, et qu'est-ce qu'il dit Bultink? Les services de transport, effectivement, au cours des années 80-90, vont être de plus en plus être des opérateurs privés. Hein? Donc, des opérateurs privés qui donc, vont être caractérisés par la diversité de l'offre. Hein? Donc, des services de minibus, des taxis collectifs et d'autres moyens de transport, les taxis motos, le transport hippomobile, et j'en passe donc, qui vont donc se développer pour occuper la place de ce secteur. Hein. Pourtant, donc, en conclut-il, le secteur privé n'assure pas encore la totalité de ses besoins. Alors, la diversité de cette offre se retrouve dans pratiquement toutes ces villes africaines. Hein, donc, les minibus, cars rapides. Hein, vous avez les taxis urbains, taxis eurométriques, des tricycles motorisés. Vous avez à droite, vous avez justement donc ces taxis dits clandestins. Et cette image donc de mosaïque de type de mode de transport se retrouve pratiquement dans toutes les capitales africaines. Et peut-être quelqu'un me dirait justement, mais où sont les émigrants donc de Cotonou, donc les taximotos. Le regard extérieur sur donc ce transport informel euh, peut-être se dégage donc de cette littérature des années 70, 80, 90, consacrée donc au transport urbain, donc à ces opérateurs privés. Alors, euh, euh, le transport informel souvent est synonyme donc d'anarchie, de désordre, d'insécurité, de surcharge et de faible lisibilité. Pourtant, dans ces mêmes ouvrages écrits par des scientifiques comme ces experts donc des transports urbains, donc malgré tout cela, donc ces auteurs reconnaissent au transport au transport privé sa souplesse et une certaine rapidité donc à assurer donc les besoins donc de mobilité et également à la diversité de l'offre qu'elle donne donc au client donc qui veut se déplacer. Alors disons, ce regard extérieur, on pourrait le résumer à c'est un mal, mais c'est nécessaire. En fait, ce regard posé par les experts donc du transport au cours de ces années est en phase avec celui que
les anthropologues, les urbanistes, les économistes des années 80 avaient posé un peu sur ce secteur d'activité non formel, donc dans les pays sous-développés. Et on disait que c'était un secteur qui était mal organisé, sans comptabilité formelle, sans respect de législation du travail, un capital toujours faible, comme disait Hugon en 96, où ce sont des opérateurs qui agressent les lois et qui, en profitant des faiblesses de contrôle de l'État, qui ne déclarent pas les revenus, etc. Donc, il y avait un certain nombre d'aspects qui relevaient essentiellement pour montrer l'illégalité donc dans laquelle se trouvaient ces opérateurs-là. Alors, dans le secteur du transport, alors on le définissait très souvent comme l'utilisation de véhicules de transport en dehors de toute règle, donc on revient à cette inégalité, et de structures issues de pouvoir, donc des entreprises qui ne sont pas formelles. Et ce sont quelqu'un d'autre, Cervero, qui disait que ce sont des multiples formes de transport non organisées par la puissance relevant d'une initiative individuelle non contrôlée et surtout non sanctionnée, obéissant alors aux lois du marché et qui fonctionnent de manière illicite. Alors, donc, fonctionnement sans règles, organisations qui n'ont pas été générées par les pouvoirs publics, semblent être les deux éléments sur lesquels donc on a bâti cette approche de l'informalité, donc des activités économiques, des activités donc de production africaine. Seulement, une analyse historique montre que ces opérateurs dits informels sont les produits de l'urbanisation, en ce sens que, exclus du système par les crises depuis la période coloniale, donc ils vont développer des stratégies de survie et donc se tailler un territoire sur mesure, en général, face donc à l'État. Et un exemple, l'enquête menée en 2000 sur les transports urbains à Dakar montre que pratiquement les trois quarts, 70 à 80% donc des modes de transport, des moyens de transport donc de cet informel appartiennent à des résidents donc des périphéries urbaines de Dakar. Et une autre étude également montrait que 80% des chauffeurs de taxi, c'était des migrants qui étaient venus donc de la zone rurale sénégalaise avec les crises qui ont affecté donc les campagnes au cours des années 70-80 pour venir s'établir dans les périphéries. Pour ces populations venues du monde rural, la valorisation du travail vont leur permettre d'élever en vertu la témérité, l'opportunisme et la perspicacité pour donc essayer de tirer leur épingle du jeu, de pouvoir survivre dans un milieu urbain qui leur était hostile. La reconnaissance, donc, finalement, va se traduire par l'utilisation d'un nouveau paradigme, le paradigme artisanat à la place d'informel. Et donc, cette reconnaissance, du moins du point de vue conceptuel, a été réalisée grâce aux travaux de certains experts, donc, des transports, et en particulier, on notera les noms de Xavier Godard, donc on notera les noms de Jérôme Lombard et d'autres experts encore qui ont pendant des années étudié donc ces comportements donc de ces acteurs de l'informel du transport. Et finalement donc Godard en vient à une définition quasiment aujourd'hui acceptée dans le milieu du transport urbain, c'est l'exploitation à l'échelle individuelle de véhicules de transport dont la propriété est atomisée, donc
avec de nombreux propriétaires, à la différence des grandes entreprises, donc avec actions, hein, ou autres anonymes. Et cette exploitation peut s'intégrer dans des règles collectives plus ou moins contraignantes élaborées par les organisations du travail. Donc, en fait, ce semblant d'une organisation qui est souligné du fait de l'absence des règles définies par l'État, également ne veut pas dire que c'est un secteur qui est totalement désorganisé. Il y a donc à chaque niveau donc des règles de fonctionnement, il y a des gestionnaires, donc même si, comme on dit, ils œuvrent de manière informelle. Les clés de succès donc de ces opérateurs privés sont la diversité des modes qu'ils proposent, qui va du minibus jusqu'à la calèche, en passant par le taxi moto, hein. L'adaptabilité donc de leur service, parce que tout simplement, dans une ville où la voirie se dégrade, certains endroits de la ville ne peuvent plus être accédés par donc les autobus, les compagnies publiques d'autobus. Et là, on a donc ces moyens qui sont beaucoup plus adaptés et qui peuvent rendre le service. Et ensuite, nous avons un contrat qui est tacite, basé sur les trois vertus, hein, évoquées plus haut, la témérité, l'opportunisme et la perspicacité. Et donc, en fait, on peut ajouter également un autre avantage de ce mode, c'est la rapidité. Et quand on regarde un peu les noms qui sont donnés aux divers moyens de transport, qu'on parle de car rapide à Dakar, qu'on parle de Fula Fula, donc que ce soit à Kinshasa ou bien à Dar es Salaam, ou que l'on parle de Zémidjan, amène-moi vite, également à Cotonou, tout ça, l'expression, c'est la rapidité, c'est la célérité par rapport donc aux autobus de transport public. Donc cette carte du réseau de desserte de la ville de Dakar à la fin des années 90 montre la formalisation à laquelle donc on est arrivé donc avec le transport urbain. Vous voyez que donc le transport public ne s'arrête que à la tête de la presqu'île, dans ce qu'on peut appeler le centre-ville et la proche banlieue. Sinon, tout le reste de l'agglomération est dorénavant pris en charge par donc les modes de transport privés, hein. Et là, ce qu'il faut dire dans un premier temps, donc, ces modes vont d'abord être très spontanés, ensuite ils vont être négociés avec les agents de l'État, avec la clientèle pour l'implantation de gares routières, pour l'implantation d'axes de desserte et finalement, devant le rôle donc, que jouent ces transports, finalement, l'État a été obligé un peu de formaliser donc ce partage entre le transport public et le transport privé donc de la desserte à Dakar. Cette diversité donc des modes de transport est mesurée par le nombre de types d'offres donc qui est adressé aux clients. On a d'abord ce qu'on peut considérer comme étant des autobus, c'est-à-dire les midibus qui vont de 50 à 40 places. Et ensuite, nous avons maintenant, pour ceux qui sont les plus nombreux, les minibus, donc qu'on appelle, qui vont de 20 à 30 places à peu près, qu'on appelle car rapide à Dakar, ou bien qu'on appelle Fula Fula, donc à Kinshasa.
ou 207, hein, donc des véhicules Mercedes. Euh, on a ensuite, encore plus bas et plus souple encore, les taxis clandestins, donc des voitures de ville en général recyclées. Et enfin, plus souple encore, on a donc les taxis-motos, donc à 2, 3 places. Et entre maintenant ces grands types donc de modes de transport, nous avons des tricycles motorisés, nous avons le transport hippomobile, les modes de transport hippomobile qui viennent compléter donc cette gamme de moyens qui sont offerts aux usagers donc des transports dans les villes africaines. Que peut-on conclure donc après ce tour sur les caractéristiques et le mode de fonctionnement donc de ces opérateurs privés? Ce qu'on peut dire en dernier lieu, c'est que c'est des acteurs qui ont trouvé une demande et qui ont vu une opportunité commerciale à saisir. Et justement, c'est ce que Didier Platt appelle donc une privatisation par défaut. Voilà, nous arrivons au terme de cette leçon sur l'offre des services privés de transport urbain. Dans une dernière leçon pour clore ce chapitre, nous allons voir maintenant le jeu de ces acteurs pour arriver donc à la situation qu'on connaît donc à la fin des années 2000, donc au début donc de ce nouveau millénaire. Merci, au revoir.